Il fut un temps où les lumières scintillantes des villes brillaient comme des joyaux dans la nuit. Mais maintenant, des ombres géantes errent entre les carcasses des buildings et les rues sont devenues des champs de bataille et les gratte-ciels des tombes de béton. Alors que nous pensions être maîtres de notre monde, une pluie de météorites nous a fait découvrir notre place dans la chaîne alimentaire cosmique. Nous avons compris, trop tard, qu'ils se nourrissaient de toute forme d'énergie électrique. Dévorant nos sources de puissance, l'humanité a répliqué avec force. Puis, plus rien. Le silence. Maintenant, ce qu'il reste des êtres humains tente de survivre, chassés des cités qui faisaient leur puissance et leur orgueil. Au milieu des ruines et du désespoir, certains bravent les dangers pour récupérer un peu de ce qui faisait la grandeur de notre civilisation. Ce sont eux qui osent explorer les cimetières de béton et d'acier, figés dans un brouillard constant, où chaque recoin recèle un danger mortel et chaque objet abandonné raconte une histoire de gloire révolue. Vous êtes tous les deux dans une Cadillac, conduit par toi, Smokey, la musique un peu à fond, un radiocassette qui tourne. Le soleil se lève et fait miroiter des couleurs chaleureuses sur l'eau. Le pont est vide, quelques voitures à l'arrêt que vous évitez en zigzagant. Ça a l'air d'être un chemin que vous avez souvent fait, peut-être. Je me trompe ? Non, en effet, on passe tout le temps par ici. Presque tous les jours. Allez, Smokey, accélère, c'est trop lent. Et alors que tu avais monté le volume de la radio, la vieille main de Smokey vient rétablir l'ordre dans sa Cadillac Eldorado 1976. Smokey, t'es chiant. Regardez qui parle. La reine des emmerdeuses en personne. Il est bon ce son. Kibi, on entre dans la zone. On entre dans la zone. Prudence. Comme tous les matins. Vers le bout du pont, un panneau zone interdite danger qui a déjà été repoussé un nombre incalculable de fois. Vous roulez jusqu'à l'entrée de la ville. Peu à peu, toutes ces couleurs chatoyantes du lever de soleil sont étouffées par un brouillard qui commence à vous prendre, vous enlacer. Vous vous approchez aux abords de la ville, sur ce pont de Brooklyn. Je lève un peu le pied de la pédale. Le moteur tourne au ralenti alors qu'on est peut-être dans les 10 à 15 km/h. Je retire mes pieds du tableau de bord, même si j'essuie depuis tout à l'heure le regard désapprobateur de Smokey. Mais là, je me redresse, je remets mes vieilles chaussures et je refais les lacets rapidement. J'ai beaucoup appris le laisser-aller depuis que Kibi est rentré dans ma vie, il y a 3 ans, avec ses sales habitudes et sa foutue tête de mule. Rappelle-moi les 3 règles lorsqu'on entre dans une ville, Kibi. Le silence, la discrétion... J'ai plus la 3e, aide-moi. Le minimum de paroles. Ah oui, c'est ça. Le plus difficile pour moi. Ouais. Mais ok, je me tais. On ne crie jamais, et si possible, on utilise le langage des signes. Je lève un pouce vers toi. Ah, tu vois quand tu veux faire un effort. Je te tire la langue. Pas obligé de me sortir tous les signes, Kibi. Et vous êtes venu dans la zone pourquoi aujourd'hui ? Depuis, je te dirais, 1 mois, on explore cette ville. On est un peu nomade. Mais là, je crois qu'on s'est campé un peu ici. Il y a quelques communautés auprès desquelles on va refourguer le matériel qu'on trouve et on s'entend bien quand même avec eux, quoiqu'on reste jamais très longtemps au même endroit. Et là, depuis quelques jours, on a trouvé beaucoup de vivres, des victuailles. Et je serais bien intéressé, moi, de trouver des petites batteries. Oh! Mais... c'est risqué. Oui, parce que si on trouve une batterie, il faut vite s'enfuir avec. De toute façon, il n'y a pas grand monde à part nous deux qui est en capacité d'aller les chercher.
La vantardise des jeunes. Il y a toujours un risque, Kibi, à rencontrer d'autres charognards de notre genre. Ils sont aussi dangereux que les crevettes et les méduses. De notre genre, non, mais je vois ce que tu veux dire. À peine vous avez dit ça que une forme passe sur le pont, pas près de vous, pas bruyamment. Un homme ou une femme, encapuchonné dans une cape et un impair, poussant une brouette avec des décombres de ferraille dedans, sans un regard pour vous. Vous le voyez s'éloigner du pont, sans un bruit, comme pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul à chercher parmi ces décombres. L'œil expert de Smokey a détaillé la silhouette, tentant de remarquer le subterfuge. Je ne fais confiance à personne. Ne remarquant rien, je repose mon regard au devant de la route. Alors que le regard de Kibi s'est enfui sur le côté et qu'elle admire le paysage, en remarquant à peine cette silhouette qui traverse le pont. Donc je fais de tout petits à peine perceptibles. De toute façon, ton murmure disparaît bien vite dans le brouillard quand la voiture se fait happer par ce nuage laiteux qui entoure la ville. Vers quel type de bâtiment vous aimeriez vous diriger? Je vais tenter de repérer des affiches publicitaires de commerce électronique. Voir si les gens, dans leur panique, ont laissé certains objets là. Comme je te disais, surtout des batteries. Ok, très bien. Contrairement à nos dernières incursions où on visitait surtout des appartements et des épiceries pour trouver des vivres, cette fois-ci, Smokey et Kibi, on a un objectif. C'est très, très payant. Les batteries. Tout à fait. Très risqué, mais en effet, le jeu vaut la chandelle. Tu repères, après quelques minutes en voiture, quelques pancartes qui, en effet, indiquent des magasins d'électronique qui vendent des téléphones aussi, ce genre de choses. 2 blocs plus loin, à peine as-tu repéré cette affiche que tu aperçois une méduse. Tu as l'habitude, hein, vous avez l'habitude même, mais c'est toujours impressionnant. Et vous l'appelez méduse parce que, tout simplement, elle ressemble à son homologue, à la différence près qu'elle flotte dans l'air et peut mesurer jusqu'à une 30aine de mètres. Une silhouette d'un blanc laiteux ondule et vole au gré d'un vent qui vous semble invisible. Elle pulse aussi, de manière irrégulière. Et le pire dans tout ça, vous le savez, c'est les centaines de fines tentacules qui fouillent les décombres à la recherche de la moindre source d'énergie électrique. Soulèvent quelques carcasses, quelques débris, et puis passent à autre chose. Tu vois la méduse être heurtée par quelque chose. La méduse se met à exploser et elle descend, tu sais, comme elle flotte au ralenti, en frottant sur le bord d'un building, dans un bruit de fracas et un peu de grondement. Et tu la vois s'effondrer. J'ai l'habitude de voir ça? Non, jamais. Oh. Ouais, alors que je trace du reculon, on me voit tourner le volant, on fait une espèce de demi-cercle, la poussière se soulève. Il y a longtemps que l'asphalte a été envahi par les mauvaises herbes et la terre. Je crois qu'on a des cow-boys dans le coin. On va éviter le secteur. Et on voit peut-être encore la ligne de fumée. Sans doute une roquette. Écoute, je suis un ancien des Rangers, là, oui, des forces spéciales. Ça te parle. Est-ce que j'ai reconnu ce qui pourrait être une roquette? Oui, un explosif courte portée. Donc, évaluant d'où vient la roquette, l'impact que ça a eu sur la méduse, on va tracer en sens inverse. On s'éloigne de ce que moi j'appelle des cow-boys. Ça veut dire certains groupes d'humains qui continuent peut-être le combat à leur façon. Et pour X bonnes raisons, on tente d'éviter ce genre d'individus. Et est-ce que Kibi, c'est du genre à regarder? Oui, c'est ça. D'accord. Pendant que Smokey avance, je me retourne, on voit mon visage qui passe sur le côté du repose-tête passager. Et je regarde ce qui se passe derrière nous. Tu vois la méduse, ça fait un peu bizarre parce que très clairement tu sens qu'elle oscille et qu'elle perd de sa luminescence et qu'elle s'échoue, mais t'es tout au ralenti. L'explosion a fait un peu un trou dans le brouillard, a laissé l'espace clair et
et tu la vois s'échouer. Et avant de toucher le sol, tu vois une sphère qui sort, que les tentacules laissent tomber délicatement sur le sol, qui pulse, elle, beaucoup plus forcée. Comme si c'était une source d'énergie? En tout cas, au bruit, ça ressemble à ça. Ok. Mais là, éclaire-nous, Méric, là. Est-ce qu'on a l'habitude de Oui. voir ça, là? Est-ce que c'est la... Non. Ouais. D'habitude, enfin, vous agissez en solo, mais vous y touchez pas de manière générale, donc vous savez pas comment ça fonctionne. Vous avez bien tué quelques crevettes ici et là quand elles vous emmerdaient. Mhm. Au maximum, vous évitez les méduses, mais ce genre de choses-là, ça vous fait rien du tout. Puis on n'a jamais trouvé de carcasse de méduse non plus, là. Exactement. C'est bizarre ce qui se passe, papier. Hein. Regarde un peu dans le rétro. On voit mon regard bleu-gris dans le rétroviseur. Ça ressemble à une source d'énergie. C'est peut-être pour ça que les cow-boys les traquent. C'est alléchant, mais c'est dangereux. Et je continue de rouler. Je te fixe avec un sourire. Et quand je vois que tu continues à rouler, mon sourire retombe, mes épaules s'affaissent. Bon, apparemment trop dangereux. Merde. Et là, on a ce coup de volant. 180 degrés. Ouais, le cul de la Cadillac devient le devant. Et on roule le chemin inverse. Direction la sphère d'énergie. Wouhou! Accroche-toi bien, Kibi! Et est-ce que tu roules à toute berzingue ou... Ah oui, on a un cote et on est sur mes bottes militaires rapiécées et trouées et je pèse la pédale au fond. Ok. Il y a le moteur qui vrombit, hein. Peut-être qu'il émet un petit fumée, une petite fumée noire, tu sais, de décrassage, tu sais, poussé à fond. Donc la Cadillac répond bien et donne tout ce qui est là. Donc on se dirige rapidement vers... Tu nous as expliqué que c'est une genre de sphère lumineuse? Ou quelque chose, en tout cas, de la distance où vous étiez, une sphère lumineuse, oui. Ouais, est-ce qu'on évalue que c'est la grosseur d'une boule de bowling? Oh, c'est plus gros. Ça doit peut-être... qu'est-ce qu'il pourrait faire cette taille Tu sais, des ballons d'entraînement, là, lourds, Oui, qu'on ouais, se c'est lance, ça, là. ouais. Les ballons noirs d'entraînement. Ok. Comme ça. C'est bon. C'est toi qui fais la récolte, Kibi. Ok. Et là, je pousse. C'est pratiquement en ligne droite? C'est pratiquement en ligne droite. En tout cas, là où est la sphère, la méduse s'est écrasée contre un autre building dans des gravats et dans un bruit qui sera tout sauf étouffé par le brouillard. D'ailleurs, l'image est un peu bizarre à voir parce que la méduse tombe toujours tout doucement et vous allez à toute vitesse au mépris du bruit il y a un décalage qui se crée dans la scène. Oh ouais, ben on fonce vers le danger et le bordel. Bien que je me dirige toute berzinque vers la source d'énergie, mon regard est porté sur tout, sauf la source d'énergie. Dans le sens que Ouais. je surveille vraiment les cow-boys. Ok. Quand est-ce qu'ils vont apparaître avec... Ils n'ont pas utilisé une roquette et dépensé une roquette pour rien. Exactement. Donc je suis parfaitement conscient du danger vers lequel on se dirige. Et arrivé tout près de la source, ben, on va me voir là, donner un coup de volant pour que la source d'énergie soit du côté de la portière, du côté passager de Kibi. Vous arrivez ce qui vous semble être les premiers sur l'œuf. Tu t'approches de la sphère et tu la saisis. Écoute, ça se passe très très vite. Là. Moi, je vois que notre caméra narrative qui est comme du point de vue de la sphère. On voit cette Cadillac rouge arriver foncer sur elle et au dernier moment qui freine sur le côté. Et là, ça soulève un nuage de poussière. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître alors qu'on sent que le moteur est maintenant au ralenti? Kibi saute par-dessus la portière et fonce en courant vers cette boule d'énergie. Tu la vois pulser vraiment comme un noyau très blanc. C'est peut-être trop blanc, même trop lumineux. T'es plus habitué dans les villes à autant de lumière. Tes yeux sont peut-être acclimatés au brouillard et à la pénombre un peu ambiante. Et quand tu approches ta main de la sphère, des petits arcs électriques, tu sais, entre tes doigts et la sphère se créent un peu comme de l'électricité statique qui viennent te chatouiller. T'as peut-être un premier réflexe de recul.
Ok, c'est pas... ça ne m'électrise pas, c'est dérangeant, mais... Non, ok. non, c'est vraiment juste comme l'électricité statique. Ok, effectivement, je pose ma main et quand je ressens ces petits frissons, je la recule un coup sec. Et puis, finalement, en une demi-seconde, je fixe cette boule, je sais ce qui nous attend si on arrive à l'obtenir. Et même si ça fait mal, même si mes yeux me brûlent, j'attrape la boule et j'essaye de l'embarquer dans la voiture. Ok. Aussitôt que tu agrippes la boule, t'entends derrière toi la valise arrière de la Cadillac s'ouvrir. Dans le coffre, Kibi! Fais-moi un jet de mental, Smokey. Ouais. Tu me le fais avec un avantage tout léger. Ben, décidément, c'est 13. Oh. Pendant le moment de cette action, tu sais, où tu lui dis bouge-toi le cul, ou enfin en tout cas tu l'invectives. Je suis pas aussi vulgaire que toi, là. Au moment où je sais pas ce que tu lui as dit juste avant en fait, que tu lui dis de se dépêcher. Dans ton angle mort, tu sais, un peu comme à la boxe dans tes 30 degrés, Mhm. Ah, des cow-boys. à la différence près que c'est militaire. Ah ouais, ben ouais. Je reconnais tout de suite la démarche, la formation, la détermination. Des plaques de plomb sur leurs habits et de caoutchouc. Est-ce qu'ils sont loin? Et ils te regardent, tu sais, il y a un moment de flottement où ils te voient, tu les vois. Alors que je viens d'invectiver Kibi, ma main toujours sur la porte de la valise arrière, et alors que je fixe ses hommes. Kibi, il faut se grouiller là! J'arrive en courant vers toi. Alors que je te vois arriver avec cette chose qui dégage une lumière si éclatante, genre de lumière qui colle à la rétine, je me détourne un peu des yeux et je t'aide. Est-ce que ça rentre dans notre glacière? Non. Ça peut rester dans les bras de Kibi, mais c'est trop gros pour tout la glacière qui contient une batterie. On la laisse tomber à côté de la glacière. Est-ce qu'on sent la suspension prendre le coup ou c'est Oui. assez léger? Mais c'est gérable pour la voiture, c'est juste tu sens le poids. OK, mais je vais tenter de comme placer la glacière, placer des trucs. Tu sais, on a peut-être des sangles, on a peut-être d'autres trucs dans la malle arrière. Donc, je vais comme quand même, je veux pas que la boule se promène. Tu sais, je sais pas si c'est explosif. Tu sais, c'est un peu comme la nitroglycérine ou quoi que ce soit. On connaît pas du tout ça. Tu sais, même le fait que Kibi l'ait touché, ça vient un peu aussi m'inquiéter, là. Mm-hmm. Donc, mon regard s'est attardé sur ses mains alors qu'elle a déposé la sphère d'énergie. Voir si elle n'a pas été brûlée ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose? Brûlée, non, mais tu vois qu'elle a sur ses mains, elle a comme les mains qui brillent. Waouh! Essuie ça. Essuie ça. Mais c'est magnifique! Ouais, mais on sait pas ce que c'est. Ok. J'attrape un bout de torchon de chiffon qui traîne ou un morceau de vêtement que je déchire et je m'essuie. Ben là, ça se fait alors que les autres nous observaient. Là, j'imagine que là, on entend la malle arrière venir être claquée alors que je la referme fermement. Et là, mon regard se repose sur les hommes et en même temps, ben, du menton, j'indique la direction à Kibi. On a de la compagnie. Oh! T'entends le bruit, vous entendez tous les deux le bruit d'une arme qui se charge. Mes yeux clignent un peu, je suis encore un peu éblouie par cette sphère que j'ai portée très près de moi. Et je commence seulement à distinguer les silhouettes. Alors que je te vois plisser les yeux, j'enlève ma casquette et je te place sur le crâne. C'est toi qui pilotes. La voiture? Ouais. Waouh! Ok. T'as conduit plusieurs fois, Kibi, hein? Sauf que lorsqu'on entre dans des secteurs plus périlleux, plus dangereux, jamais, au grand jamais, je te laisse le volant. Donc, c'est quand même une première. Habituellement, je te laisse le volant, je te laisse pratiquer sur des trajets entre des postes de réfugiés, sur des grandes routes, très très loin des villes, hein, parce qu'on sait que les crevettes et les méduses restent dans les grands centres. Donc, c'est un événement en soi. Et là où je pense que toute personne relativement équilibrée aurait peur dans la situation, moi je ne pense qu'à ça. Je vais conduire la Cadillac dans une situation totalement nouvelle. Eh oui, ton excitation m'inquiète un peu. Tu m'étonnes. T'es toujours en train de regarder les cow-boys pendant que vous partez, j'imagine, Smokey? Oui, et moi je m'en vais, tu sais, c'est une Cadillac Eldorado, là, donc t'as une grande banquette arrière, et on voit que je soulève celle-ci, et là, est-ce qu'on a des points d'inventaire?
Oui, 3. Et là, ben, ça va être un fusil d'assaut. Sans doute un bon vieux M16. Tu vois que l'un des 3 hommes se détache, une longue barbe, chauve, le regard dur, le regard de ceux qui ont vu et qui ont fait. Tu connais ce regard. Ouais. Il te fait 2 signes. Il te montre ses yeux et il te pointe du doigt Kibi. Moi, je suis déjà en train de me placer côté conducteur et je démarre le moteur. Il n'y a plus rien qui m'intéresse à part le fait que je vais conduire la Cadillac. Pendant qu'il m'a pointé, là, tu sais, là, moi, je suis comme... j'ai les 2 genoux sur la banquette, bien appuyé, je suis en train de vérifier l'arme, et là, je le vois faire le signe. Écoute, techniquement, moi, je le sais pas, mais peut-être qu'il y a un signe distinctif lorsqu'on est dans les Rangers, un salut. Mhm. C'est ça que je lui envoie. Et Ok. je pose mon œil sur le M16 pour me mirer. Mais tu vois que je ne tire pas. Et tu vois que tous les hommes qui te regardent, les 3 hommes, il n'y en a aucun qui a les mains sur ses armes, tu sais. Mhm. Et on a un plan de la caméra où on voit une mire sur le dos de Kibi. Et j'aimerais savoir si, selon toi, du fait de ton entraînement et de ta vigilance actuelle, tu as pu voir cette lumière au 2e étage de l'immeuble derrière eux. Ok, c'est dans la même direction dans laquelle je les Exactement. tenais en mire, donc Ouais. j'ai une chance de voir le tueur. Le tueur. Wow, c'est déjà fin pour Kibi. Soyons optimistes un peu. Ouais, c'est vrai. Oh, Seigneur. Je peux y aller avec du mental, peut-être? Oui. Tu as combien Tu as quoi en mental, pardon C'est ma force formidable. Oh oui, quand même. Un léger avantage. 60% et moins? Ouais. Je tiens à dire que j'ai passé de bons moments avec Kibi. C'est un 7! Oh, magnifique. Marie, mère de Dieu. Ah, je suis un bon Tu ranger. l'aimes trop, cette petite. J'ai encore l'œil. Ouais, c'est une réussite critique en plus. Disons que il annonce direct la couleur. T'as vu Ce ce n'est soir, pas c'est une ce réussite soir. critique. C'est 5 et 7. moins. Ah putain, ouais. Mhm. Ouais, mais pour moi, dans mon cœur, c'est une réussite critique parce Oui, qu'avec c'est- ce que tu fais d'habitude, c'est. Oh, les coups bas en partant. Il était Après ça, tu magnifique. te demandes pourquoi on s'ennuie pas de toi quand tu prends congé. Alors. Eric, salopard. Alors que je visais le groupe, surtout le chef et ses sbires, qui ont leurs bottines bien plantées sur l'asphalte, j'ai vu quelque chose bouger plus haut. Et je vois le tireur, ou plutôt son ombre. Aussitôt, je me détourne. Alors que moi, je suis sur la banquette arrière, je me détourne vers notre conductrice, Kibi, et je hurle. « Lara! Couche-toi! » La race Smokey. À qui fais-tu référence? Je fais référence à ma fille. Mais en ce moment, j'aimerais savoir, est-ce que Kibi, t'as compris l'avertissement? Comment tu réagis? Oui, clairement, au vu de la tension dans la situation, je vais me jeter sur le côté pour aller m'étaler sur le siège passager. Laisser mes jambes au niveau conducteur, mais me coucher sur le siège passager. Gros plan sur le visage de Smokey, le soulagement. Mais aussi, on voit le trouble dans ses yeux alors que j'ai échappé un prénom que je n'ai pas prononcé depuis longtemps, celui de ma fille. Et l'espace d'un instant, je revois le moment. Je suis devant cette école de village dans laquelle nous nous sommes réfugiés, ma famille et moi, ainsi qu'une 60aine d'autres membres de la communauté. Ma famille, c'est Lara, ma fille de 26 ans, et ma petite fille, Ellie, 5 ans. On s'est tous entassés dans le grand gymnase pour plus de sécurité, les gens étant peu désireux d'être isolés. Alors que la menace extraterrestre vient à peine de nous tomber dessus, la pluie de météorites remonte à 2 mois seulement. Donc on vient de reculer de 10 ans dans le passé. J'entends des coups de feu alors que je reviens d'une excursion en solitaire. Ça provient de l'intérieur du gymnase, aucun doute. Je laisse tomber mes 2 sacs à dos qui alourdissaient chacune de mes épaules et je me mets à courir. Merde. Je maudis mon insouciance alors que je n'ai qu'un couteau sur moi.
Du pied, j'en vois la porte du gymnase claquer. N'ayant cure de la discrétion et de la prudence, mes pensées sont toutes dirigées vers Lara et Ellie. Le temps que mes yeux s'adaptent à ce lieu sans le soleil du midi, je commence à percevoir la scène. Toute notre petite communauté, la 60aine de personnes, est acculée dans un coin. Et je vois aussitôt Lara. Ellie, elle, le regard mouillé de larmes, est agrippée aux jambes de sa mère. Smokey, le chien d'Ellie, jappe contre des intrus qui les menacent de la bouche de leur canon. C'est un berger australien au pelage gris-perle. Les intrus, eux, ont les bras pesants de fusils d'assaut, de pompeux. Tous ont le visage voilé d'un bandana. Ces foulards aux couleurs variées et leurs vêtements sont de type militaire. Ici, là, l'habit fait vraiment de moine parce que, à leur posture et leur formation, l'expérience du baptême du feu là, transpire. La moitié des indésirables mercenaires se retournent vers moi alors que j'ai fait claquer la porte. Alors qu'il y en a 2 d'entre eux qui sortent du groupe de prisonniers, tirant 3 civils avec eux. « On a trouvé un médecin, un pharmacien et une infirmière, boss! » L'homme qui semble être le chef ne m'a pas lâché du regard et répond à son soldat sans se détourner de moi. « Bien, c'est une belle récolte. Amène-les dans le camion. »« C'est lui, Léon ?» fait-il en me désignant du menton. Je ne dis rien. Je suis figé. Le gentil Bill qui semble être le porte-parole de votre groupe dit que tu es un ranger. Un ancien ranger, dis-je le souffle court. Retraite anticipée. Je devine son sourire sous son voile. Nous, on est des Marines et on combat les bestioles. Mes hommes ont faim et soif. Et je dirais aussi que on a besoin de nouveaux bras pour nous aider. Tu vas venir avec nous, champion. Non. À nouveau, le foulard s'étire. On devine ce sourire invisible en dessous. Je vais te donner une bonne motivation. Allez, butez-moi ces cafards qui bouffent tout, sans combattre pour l'espèce humaine. Mes jambes sont paralysées, ainsi que tout mon corps. Seule ma bouche garde son pouvoir. Et je crie. Je crie de toutes mes forces. Lara, Ellie! Le premier à tomber sous les balles, c'est Smokey, notre chien. Pressentant le danger, lui a au moins réagi. Il s'est lancé sur les soldats, protégeant Ellie des premières balles. Mais une fois le courageux Smokey au sol, ma fille et ma petite fille sont trouées de projectiles. J'assiste, paralysé, à l'exécution des êtres qui me sont le plus chers et à toute la communauté. On a un plan sur le visage de Smokey qui a regardé Kibi se jeter derrière la protection des banquettes avant. Et le regard de Kibi qui se tourne vers toi et un peu d'incompréhension, un peu de surprise, mais ce regard qui te fixe malgré qu'elle soit couchée sur le siège passager. Est-ce qu'on a entendu une détonation, Méric? La balle vient se ficher dans le compteur et vous entendez le moteur tout sauter, des bruits s'espacer et finir par s'éteindre. Alors que tu voyais les yeux déjà gorgés de larmes de Smokey, ceux-ci s'agrandissent, perdent la Cadillac. Là, en ce moment, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver. Kibi, aux armes et l'artillerie lourde. Je me retourne. J'appuie mon fusil d'assaut à l'arrière de la banquette et je tire immédiatement. Une espèce de tir de barrage. Laisser le temps à Kibi de réagir. Ok. Ma main va se glisser entre le siège passager et conducteur, là où je sais que on cache les armes qui servent dans les moments vraiment difficiles. On me voit dégoupiller une grenade et jeter un regard par-dessus la portière alors que je suis toujours couché. Je lance la grenade dans la direction de là où j'avais vu les 3 hommes en jetant juste un œil au-dessus de la portière. Perdu pour cette pauvre Cadillac, je vais mettre un grand coup de pied pour ouvrir la portière et me glisser hors de la voiture. Smokey, suis-moi! Je vais prendre un point d'inventaire aussi, Méric. J'ai mon sac à dos dans lequel j'ai plusieurs chargeurs là, pour nourrir mon fusil d'assaut, mais je sors la seule grenade que j'ai.
Je fais descendre la banquette arrière, le dossier, ce qui nous donne accès au coffre de la Cadillac. Et avec un fil à pêche, j'installe la grenade. De sorte que si les hommes ouvrent le coffre, la perle précieuse que nous leur avons volée, ça va leur péter la gueule. Et pendant les quelques secondes qui te prennent à installer ce piège, une voix par-dessus la fumée. Laissez-nous l'œuf et cassez-vous. On se le fera pas dire 2 fois. À contre-cœur, je me redresse. On voit que j'ai un dernier regard circulaire pour l'intérieur de cette Cadillac qui a été un peu mon porte-bonheur, notre maison ces dernières années. Une main revient dans la Cadillac pour attraper mon sac à dos, celui qui contient tous mes trésors. Je suis curieux, moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Peut-être pas tout le sac au complet, là, mais... Qu'est-ce qui fait en sorte que cette main, on la sent très serrée contre le sac? Il y a quelques denrées alimentaires, quelques petites conserves qu'on a pu trouver à droite à gauche. Il y a ma batte de baseball, bien sûr, qui est accrochée dessus, celle dont je ne me sépare pas. Et je pense que dans le fond du sac, on peut y retrouver plein de trésors d'adolescente que j'ai pu ramasser sur la route. La capsule d'une canette que je trouvais jolie, un caillou en forme de cœur, un morceau de lacet rose. Aucun souvenir de ta famille? Un vieux Polaroid ou quelque chose, rien? Un dessin dans ce cahier. Je n'ai pas de photos, pas de souvenirs parce que je n'ai pas pu en avoir, mais dès que j'ai pu, j'ai redessiné leur visage pour ne pas oublier. Je te vois gripper ton sac. Je t'envoie un hochement de tête. Allez, on a le plus important. On file. Et ma main se tend vers la tienne, chose qui n'arrive pas souvent. Malgré que je te suive partout où tu souhaites aller, rares sont les contacts qu'on peut avoir entre nous. Mais cette fois, je te tends la main. Tu vois Smokey hésiter 2 ou 3 secondes. Puis, sa main va vers la tienne. Allez, notre vie en dépend. On court comme si on avait tous les démons de l'enfer au cul. Et le contact de nos 2 mains est comme un déclencheur. Je me propulse en avant et je me mets à courir de toutes mes forces. On voit cette vieille main calleuse qui tient cette petite main plus frêle. Le passé et l'avenir de l'humanité. Enlacés. Cette course effrénée de quelques minutes, Smokey, ça doit te coûter un peu, non? Oui, alors que j'avais encore les vestiges des ombres du passé qui peignaient sur mon visage une certaine mélancolie. Maintenant, c'est une grimace qui vient déformer un peu surtout le côté droit de mon visage. J'ai l'œil qui commence à tressaillir un peu sous la douleur. Satanée blessure à la jambe qui n'a jamais bien guéri. Je ne dis rien, je serre les dents et... Allez, Smokey, allez! Et on vous voit avancer plusieurs minutes parmi les décombres. Au moment de descendre un parapet, Smokey, on entend une détonation et un cri. Une explosion qui vient de la voiture. Je comprends alors que, sans doute, l'un des leurs a ouvert la malle arrière et que tout y explosé au visage. Kibi, je crois que ça va devenir personnel. Allez! Viens, dépêche-toi. On verra ça plus tard. Je décroche de la scène. Mon regard bleu-gris garde encore quelques flammes imprégnées sur la rétine et je cligne des yeux et... Allez, Smokey! Je suis. Oui. Et l'image se rapproche de la Cadillac qui s'embrase. Le chef avec un foulard jaune au niveau du nez s'approchait pendant qu'un des siens crie « Ah, ma main !» Le chef le regarde s'abroncher. « Rico, tu t'occupes de lui !» Il regarde le coffre éventré et on voit les dernières pulsations de l'œuf que vous avez recueilli. Il approche sa main de l'œuf éventré. On voit une forme de vie dedans, toute translucide. Une crevette. Putain, ces enculés. Ils me coûtent un homme et une recharge. Au moment où il approche sa main de l'œuf éventré, on voit quelques éclairs, comme toi qui vis plutôt quand tu l'as touché, l'électricité statique. Et plus il s'approche, les éclairs faiblissent et s'arrêtent. Fais chier, putain!
Ils sont partis par où? Où êtes-vous allé? Vers quoi vous êtes-vous dirigé? Kibi, si on reste sur le plancher des vaches, on tiendra pas la distance. Ils ont sans doute des véhicules. Et si on entre dans un bâtiment pour s'élever, c'est un peu comme prendre un cul-de-sac. Il y a un métro dans cette ville. Je crois qu'il faut descendre. Tu vois quelque chose qui t'inquiète. On sent peut-être ton regard se durcir et un grondement, suivi d'un deuxième. On comprend que ce qui te fait peur, c'est l'orage. Tu as même pu voir quelques éclairages dans les nuages, des éclairs sûrement. Ça t'inquiète parce que c'est le genre de choses qui les rend excités. Est-ce que tu as déjà vu ça pour que ça t'inquiète autant? J'ai jamais été témoin de ce qui se passait, ni avec les crevettes, ni avec les méduses. Par contre, on a été témoin de la scène d'après. Des endroits où on a vu l'orage au loin et lorsque nous sommes arrivés, c'était un vrai carnage chez les civils. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Mais je sais que il ne fait vraiment pas bon de rester là, sous l'orage, avec ces créatures. Eux qui bouffent de l'énergie, la plus grande source d'énergie qu'ils peuvent trouver sur cette terre, ce sont ces éclairs, mais peut-être insaisissables pour eux. Ça ne dure qu'une fraction de seconde et ça disparaît. On entend ma voix s'élever dans les ruines. Kibi, le ciel, il s'obscurcit. Je lève le nez du sol et je regarde au niveau du ciel. Oh. Elle était où ton entrée de métro? Si je me souviens bien, c'est plus au nord. Je dirais environ 1500 mètres. T'es prête? Et toi? Va bien falloir. Pour ponctuer les craintes de Smokey, on entend le ciel se déchaîner. Ça s'approche. Instinctivement, cette fois-ci, c'est moi qui tends ma main vers toi, alors que je remets mon fusil d'assaut à mon épaule. Je l'attrape vivement et je commence à partir. Quelques gouttes commencent à tomber sur vous, qui deviennent très vite une pluie battante. Ça peut nous nuire comme ça peut nous aider. Ce qui est pas bon pour nous, ça sera pas bon pour les cow-boys. Tu te retournes vers moi, je pense, au moment où tu me parles et tu me vois la bouche grande ouverte vers le ciel à essayer d'attraper de l'eau. De mon autre main, je viens prendre un peu comme ton menton, puis comme te fermer la bouche. Kibi, on sait pas les saletés qu'il y a là-dedans. Ok, pardon. La pluie, ça ne vient pas du ciel, c'est de l'évaporation. Je viens comme prendre son menton, puis on ferme ça, Kibi. Et ce bruit se fond des bottes militaires. Dépêchez-vous de les trouver. On le voit qui regarde le ciel lui aussi. Putain, commence à en avoir ras le cul. T'as deux gars derrière lui qui, tout emmitouflés dans des capes. T'es sûr, Hans? Il va pleuvoir quand même. Il le chope par le col. Parce que c'est toi qui commandes maintenant, gamin. On a un cote et on voit notre vieil homme et la jeune fille. Et là, moi qui la traînais au début, je commence à ralentir et là, je la regarde. C'est toi qui es aux commandes, gamine. Tu m'as dit 1500 mètres, c'est ça, hein? Environ, si ma mémoire est bonne. J'avance, mais je me retourne régulièrement pour te jeter un petit coup d'œil. Je sais pas si je sais les causes de ta blessure, mais en tout cas ta blessure mal soignée se voit. Et je suis assez inquiète de savoir si tu vas tenir la distance ou pas. Lisant ton trouble dans ton regard, ça va aller, Kibi. Tu vois que mes doigts s'échappent de ta main et j'agrippe mon fusil d'assaut à deux bras et tu files vers l'avant, tu regardes vers l'avant. Moi, je m'occupe de nos arrières. Ça va? Ça va. Je te suis. Et là, on va voir Smokey courir toujours quelques mètres, regarder derrière en tournant également son fusil d'assaut. Je tente de garder la distance. Est-ce que ça sent le jet de corps? Oui. Ouais, hein, je sentais la violence. On sent la violence du MJ, là. Il veut de la violence. Pas du tout. Pas du tout. Encore, j'ai une bonne forme physique en général pour mes 57 ans. Mais cette foutue jambe raide. Tu vas avoir un tout léger avantage. Et j'ajouterai qu'on est sous une pluie 50. 50-50, c'est parti. 61. Ah, j'étais un poil d'avoir un nom mais c'est la fiction qui frappe définitivement. Ok. Est-ce que déjà quelqu'un... Bon, on peut partager le fait que la fiction frappe, là, je suis pas... Ouais. Une idée. Alors que Smokey a lâché la main de Kibi et que je te suis.
Alors que je venais de me détourner pour surveiller nos arrières, je reviens vers l'avant. Je vois que la distance augmente de plus en plus entre moi et Kibi. Ce qui était 3 mètres est devenu 5 mètres. Et c'est là qu'un mouvement à ma droite attire mon regard. Et je vois cette crevette. Au garrot 2 mètres, c'est sans doute la plus grosse que j'ai vue depuis une dizaine d'années. Et ce qui me choque le plus, c'est la chose qu'elle a emprisonnée dans ses mandibules, ces espèces de tentacules qui lui pendent au bout de la bouche. Une autre crevette. Peut-être de la grosseur d'un grand chien de grande race, comme un grand danois. Comme excité, on la voit frissonner. Et alors qu'un éclair fend le ciel, je vois des frissons, comme une genre de vaguelette qui lui passe sur tout le corps. Comme si cette énergie venait galvaniser tout son être. Rapidement ouvrant sa gueule, qui s'est ouverte un peu plus, la crevette de la grosseur d'un danois passe directement à l'intérieur. Et dans une bouillie sanguignolante d'une gluée blanchâtre, la crevette, l'énorme crevette, déglutit. Et je vois ses tentacules immédiatement se diriger vers notre direction. Kibi, cours! Je me retourne à quelques centièmes de seconde. Et en me retournant vers toi, je vois cette forme sur le côté. J'écarquille grand les yeux en me demandant ce que c'est que cette chose beaucoup trop grosse pour être une crevette. Crevette sous stéroïde à 3 heures! Et je commence à m'élancer, mais tout en gardant un contact visuel avec toi. Rapidement, j'ai passé mon fusil autour de mon épaule avec la bandoulière et écoute, je trace comme j'ai jamais tracé. On voit vraiment mon visage là, se déformer là, sous la douleur. Je serre la mâchoire Et on voit la crevette dans un flottement d'abord rester figée. Et un second éclair vient éclairer sa chitine. Elle pousse un cri. On la voit te courir après. Kibi, elle était à 100 mètres de cette bouche de métro. Allez, Smokey, 100 mètres au plus. Pendant qu'elle te crie ça, on voit la crevette monter sur des carcasses de voitures sur la route, s'arrêter et mettre un petit couinement. Elle te voit. Évaluation. Est-ce que je sais que je peux me rendre ou non? Tu vois même pas encore la bouche de métro de là où tu es. Kibi, tu continues, je la ralentis! Je m'arrête net quand je t'entends dire ça. Merde! Je pivote, genou au sol. Je réépaule le fusil d'assaut. Je vise. Et je tire. Et là, je donne tout ce que j'ai parce que je sais que, dans son insouciance, la petite s'est arrêtée aussi. Ok. Et vu la taille de la cible, la distance où tu es, c'est... Smokey, toi qui es habitué, pour moi, c'est du presque tout cuit. 90%. 90% de réussite. Écoute, là, je suis confiant, là. Dis pas ça avant le jet, quoi. Si Smokey pouvait sourire, il sourirait. Je devrais pas dire ça. On voit mes lèvres bouger, là. C'est du tout cuit. 99! Ah, mais non. Un échec critique. Un échec... moi et ma grande gueule. T'as tellement attiré la poisse j'ai sur toi, fait là. la danse de la merde. Dis-nous comment d'abord que ça se décrit, ce jet raté, Smokey. Et moi, je pense que ça va faire tout simplement, là... Il n'y a rien. Ah. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on n'est plus dans des productions on fait plus de production de balles. Je réussis à fabriquer quelques balles lorsqu'on a le temps de se poser, qu'on a le matériel. Mais il y a beaucoup de balles qu'on retrouve et qui sont pas entreposées correctement. Donc, sans doute, on parle d'une poudre qui a pris de l'humidité. Okay. Non pas à cause de l'orage qui vient d'arriver, mais au niveau de l'entreposage des 10 dernières années, tout simplement. Et il n'y a pas moyen de le savoir tant qu'on ne tire pas. Donc, on appelle ça un long feu dans le jargon. C'est que j'ai pesé et il n'y a rien qui part. Je t'avais dit de courir, Kibi. Et on me voit soupirer, là. T'sais, alors que je soupire, on voit toute l'appui qui ruisselle sur mon visage, sur ma barbe. Et la crevette hurlée. On me voit qui lance
cette caillasse en l'air et mes mains qui se raffermissent sur la batte de baseball. Et le décor autour de la batte change. On est il y a quelques années en arrière. Je ne te connais pas encore, Smokey. Je suis avec d'autres enfants de mon âge, dans une communauté que j'ai sûrement fréquentée un petit peu à un moment donné. Au milieu d'un ancien stade de foot totalement démoli. Mais il reste quelques marquages au sol qui nous sont utiles pour jouer un peu de temps en temps. J'ai la batte à la main et une casquette trouée, usée, passée sur la tête. Les enfants autour de moi crient et hurlent. Les seuls moments d'amusement sont presque hystériques autour de nous. J'entends des encouragements, des mots sympathiques. Et de très loin, au milieu du brouhaha, j'entends aussi quelques insultes. Quelques insultes qui viennent vraiment me faire mal. Mes yeux se plissent un peu, je serre les dents. Je suis vraiment en colère et j'ai qu'une envie, c'est de changer la direction du projectile que je vais devoir tirer, mais je sais que j'ai absolument pas la force ni la capacité de faire ça. Alors juste, je reste là, avec les mâchoires qui se serrent, à rêver à quel point j'ai envie d'en assommer 2 ou 3 dans le coin. Ça fait déjà 2 fois que le lanceur de l'équipe d'en face m'envoie la balle en visant la tête, volontairement, j'en suis sûre. Je vois son sourire, qui se dessine à chaque fois et il lâche. Oh, pardon, un accident serait si vite arrivé. La première balle, je l'ai vue venir et j'ai réussi à l'esquiver. La seconde, je l'ai prise dans l'épaule. Je sens déjà que je vais avoir un énorme hématome. On entend un kibi, attention! Et la 3e balle vient me frapper en pleine tête. Le choc fait même envoler la casquette. Et je m'écroule au sol, avec un goût fort de métal dans la bouche. Le lanceur en face a cette fois un immense sourire. Et j'arrive à lire sur ses lèvres, même si je n'entends rien, touché. Cette rage que je contiens en moi depuis tellement longtemps, je suis déjà seule à cette époque-là, cette rage d'avoir tout perdu, se réveille. Et je m'appuie sur mes mains pour me relever. Je glisse un peu, je me rétame une nouvelle fois au sol et ça fait monter encore plus la fureur. Et cette fois, je me redresse. Je saisis la batte et je traverse le terrain, en me dirigeant droit sur le lanceur. Les autres autour de moi se sont tus. Il n'y a plus de cris, plus d'encouragement. Juste une sorte d'attente curieuse et un peu cruelle de savoir ce qui va se passer. Et arrivé à hauteur du lanceur, je frappe de toutes mes forces avec la batte. Même lui, je pense, ne croyait pas que je serais capable de le faire. Et moi, je ne pensais pas faire autant mal avec un seul coup. Sa tête heurte le sol, un filet de sang s'écoule de son oreille, et ma batte retombe par terre. La caméra montre seulement mes yeux totalement effarés sur le geste que je viens d'avoir. C'est peut-être les mêmes yeux qu'on voit quand tu jettes la pierre et la tapes avec ta batte. Exactement. Et ce sont les mêmes yeux que Smokey a vus la première fois que j'ai rencontré Kibi. Alors qu'avec sa batte, elle était en train d'achever une crevette au sol. M'approchant d'elle, sans qu'elle me perçoive. « Hé gamine, je crois que ça suffit. Elle doit être morte. » Et le regard qu'elle m'envoie alors qu'elle se retourne. Et ce regard que tu croises, ce regard effaré mais sombre, avec ce qu'il n'y avait pas à l'époque, cet éclair de folie qui est peut-être né ce jour-là. C'est exactement celui qui est en train de fixer la crevette en face de moi. Sur quoi que je jette? Combat, corps? Combat ou corps, moi je prendrais la meilleure des deux. Ok, sur corps, Ouais, alors, ce sera formidable. Ouais. Ah bah, très bien. Et là, tu ne te vantes pas comme j'ai fait. Non. Tu te la fermes et tu tires. Hey, un 10, écoute, là, c'est bon, c'est excellent. Très bien. Comment ça s'interprète, Kibi, dis-nous? Ce gravat qui monte au ciel, les doigts qui blanchissent sur la batte et le coup est donné. Extrêmement fort et parfaitement placé. Le projectile s'envole et vient percuter la crevette en pleine tête, ou du moins ce qui lui sert de tête, à une vitesse incroyable. Le claquement est si fort que vous voyez là, Smokey, qui épaulait encore son fusil d'assaut. Il n'a pas ressenti la secousse du fusil d'assaut, mais c'est comme si la balle était partie. Ça fait clac! Tu le vois se reculer, regarder son fusil,
Et là, à l'impact sur la créature, va comprendre que c'est Kibi. Je me retourne pour la dévisager et clairement, on voit sur mon visage que je suis impressionné. Quel est l'effet sur cette crevette sur stéroïde? Le gravat a complètement perforé la fille, comme une armure osseuse. Elle a explosé la carapace. On voit un blanc laiteux couler et jaillir du fait de l'explosion. La crevette accuse le coup. On voit qu'elle penche du côté où elle tombe de l'épave de la voiture et tu la vois tenter de se relever, mais elle a du mal à trouver son équilibre. Alors que mon fusil est toujours pointé vers la créature qui s'écroule. Oui, c'est comme si elle essayait de retrouver l'équilibre sur ses pattes, mais elle n'y arrive pas. Toujours le genou au sol, mon arme pointée vers l'avant, mais ma tête, elle, va de la créature vers aussi l'arrière où est Kibi. Et je suis toujours aussi estomaqué. Sérieux? Tu t'es foutrement amélioré. Les yeux dans le vide, ton sérieux me ramène un peu à la réalité. Tu vois que je cligne un peu des yeux et que je secoue la tête. Je me relève en m'aidant, tu sais, j'appuie la crosse du fusil d'assaut au sol pour m'en servir comme d'un bâton pour me relever. Dis donc, t'aurais pu faire les pros, là. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Allez, viens, faut qu'on bouge maintenant. J'allais le dire. Par-dessus le son de la pluie et 3 ombres qui arrivent proche de la crevette agonisante. Trouvez-les! Et on voit les 2 soldats marcher d'un pas rapide en passant par-dessus le cadavre de la crevette. Dans l'écho du métro, on entend la voix de Smokey qui... Dis-moi, tu joues à quelle position au baseball? Premier but, dans le champ, lanceuse, receveuse? J'étais souffre-douleur, Smokey. Ça explique des choses. On a pris un rythme où on marche. Je viens comme passer mon bras par-dessus ton épaule. Allez, c'est terminé ce temps-là. Je te regarde de haut en bas. Et toi, papy, ça va? Tu tiens le coup? Ouais. Et là, je donne une claque à ma mauvaise jambe. Elle tient le coup. Elle est vieille, mais toujours fonctionnelle. Et un peu grâce à toi. Et je te fais un clin d'œil. Puisque tu as ton bras autour de mes épaules, je vais venir poser ma tête contre ton torse quelques secondes. Pas très longtemps. Pas jusqu'à ce que tu puisses penser que ce serait de l'affection quand même. Il faudrait pas exagérer, mais ce petit geste quand même qui montre que... Bah ouais, c'est bien que tu sois là. Et aussitôt que tu te décolles la tête, je reprends ma casquette que je t'avais enfilée sur la tête pour que tu prennes les commandes de la Cadillac. Ah, il n'y a plus de voiture. Je reprends. On en trouvera peut-être une autre. C'est sûr. Vous étiez un peu arrêté ou vous avez continué à avancer? Non, on continue à marcher. Je pense qu'on s'est enfoncé dans le métro. Il y a plusieurs débris, le terrain est plus accidenté que jamais, et on y voit pas grand-chose. Là, c'est peut-être là qu'on va sortir peut-être des petits bâtonnets, des bâtons d'éclairage qu'on va craquer. Les phosphorescents, là? Oui, je vais... Tu n'avais quoi? Tu me donnais 3 points d'inventaire? Je n'ai claqué un pour ma grenade. Je vais te claquer un point d'inventaire pour quelques petits bâtonnets. Ok. Vous avancez où? Sur les rails? Pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on est capable de rester sur la rame de métro sur le côté, on y va comme ça. S'il faut quitter et marcher sur les rails du métro, on va le faire et on va accélérer le pas, là. Sachant que dans ce tunnel-là, ils n'ont ni l'avantage des véhicules, ni l'avantage du nombre. Le terrain que constitue le tunnel du métro vient un peu équilibrer les forces entre nous et nos poursuivants, là. Vous avancez sur ces rails abandonnés. Vous croisez une première rame à l'arrêt que vous pouvez facilement passer en vous mettant sur le côté et en raclant un peu sur le mur. Quand vous continuez à avancer, vous voyez des corps en putréfaction laissés là, vestiges d'une autre ère. Ça vous semble peut-être si loin. Est-ce que ça te fait quelque chose à toi, Smokey, de voir ça? Sous mental, je suis un peu imperméable au monde. Je te dirais, ce qui me faisait vivre, ce qui faisait battre mon cœur, ce qui me faisait avancer, c'était ma fille et ma petite-fille, Lara et Ellie. Que l'humanité parte en couille, de voir les hommes se retourner contre les hommes dans ce moment de crise, ça m'a un peu découragé
au niveau de l'espèce humaine et de la cruauté qu'elle est capable de déployer pour survivre. Certes, il y a des petites communautés comme lesquelles on fait affaire, mais je me suis aperçu que l'humanité était divisée en deux. Clairement, c'est très manichéen. T'as les bons et t'as les gentils. Et quand tu penses ça, tu vois Kibi devant toi qui tente de se faufiler d'ailleurs plus facilement que toi entre la rame et le mur. Est-ce que ça a changé ta façon de penser quand tu la regardes? Ben, je me dis que l'ancien monde dans lequel on vivait, tout était hypocrite. Tout le monde s'amassait dans les métros, tout le monde travaillait ensemble, mais on avait toute cette rage en dedans de soi, cette capacité de détruire l'autre pour survivre, et que l'arrivée des météorites et de ces créatures a fait en sorte de faire tomber les masques. Et quand je vois Kibi, qui a choisi son chemin, elle qui visiblement était la souffre-douleur de la petite communauté dans laquelle elle s'est retrouvée à un moment donné, sans personne pour prendre sa défense, et qu'aujourd'hui, ben, ce que je vois d'elle, c'est une jeune fille, bientôt une femme, dont je suis fier. Au grand jamais, je vais y dire, mais quand je la vois traverser les obstacles devant moi, progresser sur cette rame de métro alors que je suis derrière, je ne peux m'empêcher d'esquisser un léger sourire. Et il l'avouera peut-être jamais, mais quand tu finis de traverser la rame, Kibi, c'est sur son sourire que tu tombes quand tu le regardes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ma jambe, ça. Je suis en train de grimacer. Oh. Prends un chemin qui est pas trop difficile, Kibi, là. Tu veux un coup de main, papy? Tu veux t'appuyer sur moi? Ah, arrête, là. Je peux encore t'en montrer, tu sais. Tu veux un déambulateur? On peut peut-être trouver ça dans les déchets. Eh oui, si on trouve une bonbonne d'oxygène, ça pourrait m'aider aussi. Allez, avance. Kibi, tu vois que dans ce jeu que vous avez souvent, vous chambrez, vous taquinez, tu le sens plus usé, fatigué. Ça t'inquiète ou... Toujours. Je m'inquiète depuis notre rencontre sur l'état de Smokey. Surtout de mon point de vue à moi, du haut de mes 17 ans. Pour moi, on est jeune jusqu'à 20 ans. Et après, c'est fini. J'ai jamais osé lui demander son âge parce que je pense que j'ai pas envie de le connaître. Mais j'ai toujours une grande inquiétude. Vous continuez à avancer comme ça, dans le noir, en craquant quelques éclairages. Vous arrivez à une station. 2 rames sont arrêtées. Que faites-vous? Ben, tout au long du trajet, à toutes les fois que j'ai craqué un bâtonnet, on a comme pris une pause de 10 secondes à rien dire. Juste pour écouter, derrière nous, si on n'entendait pas des bruits de pas, de gravats. Rien. Et toujours rien, donc peut-être un petit peu plus rassuré de la part de Smokey. Est-ce que nos poursuivants ont abandonné? Mais quand tu regardes au fond du tunnel, t'as l'impression, t'es pas sûr, de voir une lumière rouge, loin de ton éclairage que tu pouvais craquer. Ça te fait penser, tu sais, à ces lumières de secours qu'on crache et qui émettent une énorme fumée pendant quelques secondes. Le genre de torche de détresse, là? Ah, exactement. Que faites-vous? Je plisse un peu les yeux et oui, j'aperçois quelque chose. Tu crois qu'ils viennent nous chercher jusque-là? Je me retourne, je regarde cette bouche noire. Tant qu'il y a l'orage et qu'ils ont des véhicules au-dessus, je crois que c'est notre meilleure des chances. Pas toi? Je suis d'accord. On reste accroupi. Ok. Ça me coûte de dire ça parce que là, de progresser en petit bonhomme, accroupi, c'est encore plus douloureux pour ma jambe. Mais heureusement, on a quoi? 15 mètres, on s'est pas trop éloigné de la bouche. On y retourne. Et vous avez l'impression que elle est plus pesante, cette station de métro. Vous continuez à avancer. Encore. On peut voir une main dans les tunnels qui craque un allumage de secours et qui le jette dans le tunnel. Putain, va falloir que t'arrêtes, tu vas finir par nous enfumer avec ces conneries. On voit que la personne qui parle tient son arme automatique à 2 mains, pendant que celle qui a craqué la fusée de détresse a un moignon de bandage dans la main. Tu vas commencer par fermer ta gueule, on avance. Et il faut qu'on les trouve avant lui, sinon il va nous faire la tête au carré. Et on voit l'homme lever un pan de son armure de plomb et de caoutchouc et sortir un talkie-walkie et l'allumer. Le petit voyant vert, éclairé. Où êtes-vous? Le chemin va être compliqué. Qu'est-ce qui va vous ralentir? Eh bien, au bout d'un long moment de marche, on arrive à un endroit où la voûte du métro a cédé. Et devant nous, des tas énormes de gravats
Les voies du métro ont aspiré le bitume au-dessus. Et il serait possible de passer, mais il va falloir déblayer et escalader. Et je jette un regard inquiet à Smokey. Ah ben, je vois que Ginny a de la graine de violence en elle. Là. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah ben on peut plus passer. Si, on peut passer. Non, elle a dit qu'on pouvait, mais... Holy shit. Ouais, du coup, il faut que je vous laisse faire tous les deux, vous vous mettez assez dans la merde, il n'y a pas besoin de moi. On arrive devant un mur de pierre, il y a peut-être même le débris d'une voiture qui est complètement tordue à travers. Là, on comprend rapidement et on voit le ciel. Mhm. La pluie en plus qui goutte sur les cailloux et les débris. Tu vois un passage, Kibi? Merde. Je commence à observer et à regarder un peu à droite à gauche. Si on déblaye un peu par là, ça devrait passer, je crois. Déblayé? J'espère qu'on n'en aura pas pour trop longtemps, parce que s'ils étaient juste derrière nous, ils vont nous rattraper vite fait. Ou alors on essaye de trouver un endroit où se cacher, ou... je sais pas. Dans une bouche de métro, Mhm. pas besoin de compter jusqu'à 10. Jusqu'à 2, et c'est terminé. Allez, on teste un peu, voir quel endroit t'apparaît plus susceptible d'être moins épais pour Bah, regarde arriver de l'autre côté. à droite là. J'ai l'impression qu'il y a un petit souffle d'air et je viens coller mon visage entre deux pierres. Ça doit être vers le haut, hein. J'imagine qu'il y a plus de gravats vers Oui. le bas, un peu comme une pyramide. Donc, si un endroit à travailler, ça va être vraiment quasiment tout près de la voûte. Ouais. Et là, je vois que tu tends la main. Tu sens quelque chose? Un filet d'air? Oui. Je mets carrément le visage entre deux pierres pour voir si l'air vient chatouiller mon visage ou pas. Oui, très clairement. Même la pluie, d'ailleurs. Tu retrouves ce froid qui te rassure, au final. Alors que je vois quelques mèches de tes cheveux bouger, je repositionne mon fusil à l'épaule, mais cette fois-ci en diagonale pour que vraiment là, avoir toute la latitude de bouger mes bras et je grimpe te rejoindre. Allez, on fait tomber tout ça. Et là, on transporte pas, hein. On ferait juste prendre les pierres du jour puis on les fait débouler la pyramide tout simplement pour vite traverser. Très bien. C'est en soi pas compliqué. Vous y arrivez. Ça vous prend juste du temps. Mais vous finissez enfin par déblayer ce passage. Le souci, c'est que le passage est praticable. Mais il va peut-être être compliqué pour toi, Smokey. Compliqué, pas dans le sens où tu n'y arriveras pas. Dans le sens où tu vas devoir t'user dessus. Tu le sais, ça. À chaque fois que tu vois Kibi un peu plus haut que toi te faire passer peut-être, tu sais, les débris, tu te rends compte que pour elle c'est facile, mais que pour toi ça va pas être la même chose. Le passage est assez grand pour que tu passes, Kibi. Oui, si je jette le sac en premier, ça va marcher, je pense. Allez, vas-y. Je te passe ensuite mon sac et le fusil d'assaut. Je jette mon sac par le passage et je vais pour m'engouffrer dedans et au dernier moment je me retourne. Tu passes après toi, hein? Ah oui, je crois que je vais rester ici. Pas envie de piquer une jasette avec les cow-boys. Ok. Allez. Et au moment où elle se retourne pour te dire ça, tu vois au-dessus d'elle une ombre passer, le temps d'un éclair. Est-ce que ça peut l'inquiéter, elle? Est-ce que ça peut la mettre en danger? On a vu qu'un bout passer dans l'embrasure pendant qu'elle se retournait. J'ai vu quelque chose qui vit au-dessus de toi. Je me retourne et j'observe. T'as pas besoin d'observer bien longtemps, tu vois plusieurs crevettes, mais toutes petites, de différentes tailles, mais aucune qui excède plus de 60 cm, qui semblent te regarder comme des insectes curieux. T'en vois une, deux, et puis tu te retournes et tu vois qu'il y en a beaucoup plus. Mais tout aussi petites. Et on est d'accord que c'est dans la suite du métro que je vois ça ou c'est au-dessus sur la route? Au-dessus. Ok. Au-dessus sur la route. Mais il y en a certaines de si petites que tu pourrais les écraser, tu sais, d'une poignée de main bien sentie. Le Smokey. Il y a vraiment beaucoup de crevettes là-haut là. Aussitôt que tes jambes sont passées, tu vois le sac de Smokey passer également. Je le pousse. T'entends ma voix plus sourde alors que mon sac vient un peu comme boucher le trou, là. Tu vois mon sac? Oui, je l'ai. Et je tire dessus. J'envoie le fusil. Et tu sens que les crevettes regardent un peu tout ce... Certaines posent quelques tentacules sur le sac de Smokey.
et puis le délaisse et regarde le trou. Tu comprends vite que elles sont pas équipées physiquement pour descendre un tas comme ça. Vu leur petite taille, vu leurs 4 échasses qui leur permettent de se déplacer. Je me dépêche. Smokey traîne pas. C'est tout petit, mais vraiment ça fouille. Ok, t'as le fusil? Ok, je passe. Tu vois apparaître mes 2 bras. Et là, j'essaie de trouver quelque chose pour m'agripper, pour hisser tout mon corps, pour traverser le court tunnel. Ça sent le jet? Oui. Et pendant tout le processus, vous ne m'entendrez pas souffler mot. On ne dit rien. Je veux juste savoir combien ça me prend. À quart, j'ai donc bonne forme physique en général pour 57 ans, mais j'ai une jambe raide. Je pense que c'est nuit. C'est relativement facile. 70% et moins, c'est réussi? 70, exactement. 100. Oh. Qu'est-ce que t'as fait, Odé? Mais arrête. Moi, j'essaye de t'aider. Fais un pas vers moi. Le pire jet possible. Échec critique. Je pense que ça va frapper fort. Alors que tu vois mes 2 mains chercher désespérément quelque chose pour me hisser vers l'avant, sortir tout mon corps alors que j'ai une jambe qui sert quasiment à rien, ma main se referme sur une barre de métal, d'armature, qui sert à solidifier le béton. Et je tire. Un premier craquement. Je souris un peu avant le premier craquement. Je te regarde et l'œil amusé, je t'observe. C'est quand même pas un tas de gravats qui vont t'arrêter. Je t'aiderai à marcher après. Allez. Ma main se referme sur cette barre de métal. Et je tire. Et le craquement. Le sourire disparaît instantanément. Ça va, Smokey? Ça va Smokey? C'est derrière. Ça s'est écroulé derrière. Je me précipite. J'essaye d'évacuer la fumée en agitant un peu la main autour, jusqu'à au moins voir ton visage. Tu vois celui-ci qui est blanchi par la poussière. Ça fait un mal de chien. Mais où ça? Je regarde tout d'abord ton visage, tes mains, je vois qu'elles sont entières. Tu vois mon torse comme disparaître dans des plus petits gravats, mais en bas de la ceinture, tu vois plus Oh rien. merde. Prends le fusil. La bandoulière du fusil. Tu dois me tracter, Kibi. J'essaye de retirer quelques gros cailloux qui bloquent tes jambes. T'as comme pas accès aux jambes, tu sais, t'essaies d'enlever les premiers cailloux qui sont en dessous de moi, sous mon torse, et ça fait comme écrouler un peu la structure. Et là, Non, arrête. Pardon. Arrête tout de suite. Kibi, je t'en prie. Je vais tirer avec mes bras et enlève la bandoulière du fusil d'assaut. Certain pour me tracter en même temps que je tire. Et pendant qu'il te dit ça, tu vois une petite crevette de 50 cm te passer entre les jambes. J'attrape la crevette et je la lance contre le mur d'un geste plein de rage et elle va s'écraser le long du mur et glisse doucement. Et je me retourne vers le fusil, je décroche la bandoulière, j'ai les mains qui tremblent et les yeux qui commencent à être humides. J'ai 17 ans, mais je suis pas très optimiste. je prends cette bandoulière que tu me tends et je la glisse comme sous mon épaule pour que t'aies quelque chose à tracter et elle passe en dessous de mon bras. Et avec mes 2 mains, j'agrippe les plus gros cailloux pour me tirer de là. À trois, on tire, Ok. Kibi. Allez. 1, 2 et 3. Je tire de toutes mes forces pour essayer de te sortir de là. Écoute, alors que je roule sur le gravat et que je dégringole cette petite pente, là on voit toutes les éraflures sur mes bras, le sang commencer à se mélanger à cette poussière blanchâtre du béton effrité. Et là, je me retourne sur le dos, me redresse assis alors que je suis au sol et je contemple mes jambes. On voit déjà que ma jambe raide, l'angle, ça va pas du tout. L'autre, c'est pas mieux. Je la sens plus du tout. Ok, bonne nouvelle. Je respire. Ouais. La mauvaise, c'est que je vais respirer longtemps cet air. Là, je relève la tête alors que moi, je suis au sol, vers toi, Kibi. Tu vois juste une larme qui dévale une de mes joues.
Mais ça va aller, on va trouver une solution, hein. Je sais pas, je vais te porter. Tu as compris, Kibi? Dans ton regard, on le voit que tu as compris. Oui. Je vais prendre mon souffle. Et toi, tu vas continuer, voir si le chemin est toujours libre. Non, je vais pas continuer. Je vais t'attendre et puis on va trouver... Je sais pas, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Kibi. Non, Des petites crevettes se rapprochent de tes jambes. je me lève extrêmement énervée et je leur mets des coups de pied, je les dégage. T'en dégages 1, 2, 3. Et le grondement dans les nuages et la pluie. Et tu as l'impression qu'il en revient toujours. Pas agressif, pas... Elle s'approche timidement de Smokey. Elle semble un peu l'éprouver. Certaines touchent le bout de ses chaussures et s'en vont. D'autres restent à distance. Je viens me mettre derrière toi, Smokey. Et je passe mes bras sous tes aisselles. Et je commence à essayer de tirer en arrière pour te traîner avec moi. Kibi. Ah, ça me fait mal, arrête. Je relâche avec les bras qui pendent. Et on voit mes grands yeux affolés qui cherchent un peu autour de nous une solution, une idée. Kibi, la 4e règle. L'économie d'énergie. Prends mon sac. Pourquoi ton sac? Il est plus grand que le tien. Tout ce que t'as dans le tien, tu peux le mettre dans le mien. Mais toi, après, tu fais quoi? Je vais te rejoindre et... Peut-être qu'il suffit juste d'un peu de temps. Mais si... Est-ce que je suis bon en social pour mentir? Oh, regarde, ça va être très vite. Kibi, est-ce que tu vois qu'il ment? Oui. Ouais, c'est ma plus faible sociale, je suis dans Et puis très elle te faible. connaît. Je pense qu'elle sait. Je pense que même toi, t'es pas convaincu quand tu le sors, Smokey. Il me semble que la règle numéro 1, c'était d'être toujours sincère. T'as pas le droit de faire ça, Smokey. Ok. Tu vois que je baisse mon regard, les yeux rivés sur mes jambes, dédlingués. Disons que sur 100, j'ai 0 chance de m'en sortir. Attends, laisse-moi réfléchir. Ni seul, ni avec toi, Kibi. Laisse-moi réfléchir. Je ferme les yeux, on voit cette toute petite jeune fille qui essaye de trouver quelque chose qui pourrait être miraculeux, peut-être. On a Smokey que tu surplombes toujours, qui soutient ton regard. Ok. Tu me demandes d'être honnête, Kibi. Très bien. Mais toi aussi, tu dois être honnête. Ça fonctionne des 2 côtés. Regarde-moi! Putain! Je lève les yeux et un torrent de larmes s'échappe. Un sanglot ravalé, in extremis. Et je plante mon regard dans le tien. Tu vois ces vieux yeux d'un gris bleu commencer à s'humecter eux aussi. Donne-moi mon sac, Kibi. Je te le tends. Je commence à fouiller à l'intérieur et je sors une feuille de papier. Ok, j'ai pas autant de talent que toi, remarque, mais ça te fera un souvenir. Et je lève le bras pour te donner la feuille. Je saisis la feuille et m'assois en face de toi. Sors mon petit cahier que j'ai toujours dans mon sac. Et accroupi en face de toi, gêné par ces larmes qui ruissellent sans arrêt, mais sans un bruit, sans un hoquet. Je commence à te dessiner. N'oublie pas de dessiner la Cadillac. Elle nous a bien servi, hein? Un sanglot éclate. Et j'ai pas besoin de ça, Smokey. Toi, je sais que je t'oublierai pas. Tu es plus forte que tu ne le crois, Kibi. Beaucoup plus forte que tu ne le crois. Et ne laisse personne te penser autrement. Toujours la tête haute. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Je renifle longuement. Je gonfle mon torse. Tu veux que je prenne la pause? Je te lance un regard assassin. Je te souris, malgré la douleur. C'est pas mon meilleur profil. Je lâche le carnet, descends de mon perchoir et viens me blottir dans tes bras. Sans plus aucune pudeur ni retenue. Sans attendre l'autorisation que j'ai besoin d'avoir à chaque fois. On voit mes bras qui étaient au sol pour tenir mon équilibre, lâcher leur position et venir t'enlacer, te serrer contre moi. Tu peux sentir le vieux cœur de Smokey battre la chamade. Allez, il faut y aller. Et on fait un échange. Tu prends le fusil d'assaut. Tu t'es beaucoup amélioré ces derniers temps.
Et je prends ton pistolet. J'ai pas envie de me faire bouffer vivant. On s'entend? Honnêteté. C'est ce qu'on a dit. Je fais l'échange sans dire un mot. Récupère le fusil, referme mon carnet. Le range dans mon sac. M'accroupis à côté de toi et t'embrasse sur la joue. Tiens, Tu vois Smokey vider le chargeur. je n'en ai besoin que d'une. La main vient se poser au-dessus de la tienne. Il l'ouvre. Il y a une demi-douzaine de balles. Économie. Toujours l'économie. Arrête avec tes règles à la con, papy. Y a plus rien qui marche, là. C'est juste un coup de malchance, Kibi. Juste un coup de malchance. Les règles sont importantes. Tu dois t'entrer ça dans le crâne. Et là, de mon index, je viens comme appuyer un petit peu sur ta tempe. Allez, tu files maintenant. Ma bouche s'ouvre comme pour protester et aucun son ne sort, juste mes yeux qui te regardent et qui passent de ton œil droit à ton œil gauche. Quelques instants. Un sourire d'une tristesse incroyable et je te prends la main et je me redresse et je m'éloigne tout en séparant nos deux mains l'une de l'autre. Toujours cette main calleuse qui tient cette petite main. Cette petite main qui représente tout l'avenir. À regret, Smokey la laisse. Elle se referme sur le pistolet. Allez, tu files et tu ne te retournes pas. Je commence à m'éloigner et je souffle un salut papy. Quand tu t'éloignes, on peut voir les crevettes s'amasser autour de Smokey. En voyant certaines qui, sans plus d'hésitation, commencent à venir sur tes jambes ensanglantées et mettre des petits coups de main. Alors que je sais, Kibi loin, Tu vas me manquer, ma fille. ça fait peut-être à peine 30 secondes que tu marches, Kibi. Tu entends la détonation qui résonne en écho. Mon corps se fige, totalement pétrifié. J'hésite sur un mouvement en arrière et je me retiens. Un fondu au noir. La pluie s'arrête et le sol debout et de flaques. Des bottes s'approchent d'un corps à moitié rongé par des crevettes. On voit le torse de Smokey, encore intact. La caméra s'arrête sur ton t-shirt bariolé. Le militaire s'agenouille. Tout ça pour ça, fait chier. Il se relève et donne un grand coup dans le cadavre de Smokey. On voit sa tête, le chef lui-même. Il s'allume une cigarette. Il prend quelques bouffées. On voit la chaleur embraser le bout de la cigarette d'une lumière orange vive. Et à quelques mètres de là, une toute jeune fille. Elle se positionne, vise et lâche entre ses dents serrées les économies Smokey. Je n'ai besoin que d'une seule balle. L'héritage se transmet. Et la caméra remonte sur le corps de Smokey jusqu'à son visage. Un léger sourire.